Voici votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec une très grande joie que je retrouve ce matin du lundi 14 novembre 2016, pour l'émission Toc Toc. Vous l'avez vu dans le générique. Aujourd'hui, Toc Toc est au numéro 100. Le numéro 100, grâce à vous, grâce à votre fidélité renouvelée, grâce à votre confiance en nous, nous vous remercions pour cette confiance, pour cette fidélité. Aujourd'hui, nous fêtons le 100e numéro de l'émission. Nous sommes au 14 novembre. L'émission a démarré un 14 mars. Ça fait également 8 mois, jour pour jour, que nous sommes avec vous. Merci pour tout. Ce matin, nous recevons sur ce plateau deux confrères. Comment on sait le faire? Et chaque semaine, ce matin, nous avons sur ce plateau Firmin Teko Agboy, des chroniqueurs politiques. Bonjour, Firmin. Bonjour, Junior Melounia. Merci de m'avoir invité. Alors, en face de Firmin Teko Agboy, nous avons un habitué de la maison, Marc Aboflan. Il est le patron du site de formation elitefree.com. Bonjour. Bonjour Junior et bonjour aux auditeurs de City FM et aux téléspectateurs de LCF. Oui, on a oublié de dire bonjour spécial à ceux qui nous suivent sur la radio City FM 89.9 MHz partout dans la région maritime, dans les plateaux. Dans la seconde partie tout à l'heure, nous recevons comme invité le grand citoyen d'État Sir Adomayakpo. Mesdames, Messieurs, nous saluons vous qui nous suivez en direct sur le www.lcftogo.com, vous qui nous suivez également sur la chaîne YouTube togovision.com, et aussi nos amis des États-Unis qui nous suivent grâce à FM Chicago Liberté, au niveau de Chicago, FM Liberté à Chicago. Merci à vous tous, Eben Radio en France. Merci pour le partenariat, merci pour la confiance. Mesdames, Messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 14 novembre 2016, mesdames et messieurs, nous commençons par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une ce jour, route saison des flagorneries intéressées, et Louis Griot Michel Santifia Fort Nyansingbe. Scandale Panama Papers, des députés ANC interpellent Selom Klassou sur la situation de Wassem. Suite au colloque de Cap 2015 sur la tendance en Afrique, la ANC organise des journées de réflexion et de restitution. Péril, la SECO Group, les employés en grève de 72 heures pour réclamer des arrêts de salaire. La TC exige les comptes de la gestion des fonds mobilisés pour la CAN 2013. Dans la question également ce matin, Togo matin de Dieudonné Kourolakina, le journal titre à sa une, 11e conférence de la DEPAC, des amorces de solutions à la question migratoire. Dossier médiateur de l'UEMOA, initiative et appui pour le Togo. Économie, pays prospère, le Togo devance le Nigeria. Sport, Adebayor sème le doute sur sa participation à la CAN. Éditorial près du Suma, curieux paradoxe. Le correcteur titre à sa une, Wassemgate, taxe foncière et professionnelle de la SNPT, refus de la baisse du prix du ciment, des délirantes prestations de Sani Yaya Bidamon et l'Exim Balouki au Parlement. 793 millions des collectivités de Vaux, Zio et Lac portés disparus. Confidentiel déclin d'une entreprise, le siège de Seco Group à Lomé sous menace de démolition. 11e conférence annuelle de la DEPAC au Togo, de la DEPADEC au Togo, Louis Michel Le Négrier des temps modernes au secours de Fort Nyansingbe. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux. Nous sommes lundi, il y a pas assez de journaux. Alors, le jingle est derrière la première partie de l'émission. Retour ensuite avec nos confrères Marc Aboflan de l'elitefree.com et aussi Firmin Teko Agboy. Bonjour, chers confrères. Bonjour Junior et bonjour aux téléspectateurs. Ah ben, il faut nous féliciter pour le numéro 100 quand même. Ou bien. Et vous, rapidement. C'est un grand plaisir pour moi d'être toujours invité ici.
si nous sommes arrivés ici, c'est parce que vous faites un grand travail, Julien Meunian. Et sans ce travail, sans votre courage, sans votre abnégation, serait passé, non, je suis des médias, je sais comment ça se passe. Des fois, vous invitez des gens à la dernière minute et ils vous disent oui, depuis l'invitation, soit vous avancez à certaines raisons qui ne tiennent peut-être pas. Mais vous tenez toujours à organiser des émissions comme ça. Je tiens à vous tirer chapeau. Merci. Non, je pense que lentement mais sûrement, Tok Tok a réussi à s'imposer dans le paysage médiatique aujourd'hui comme l'une des émissions politiques ou en tout cas où il est question des sujets sociopolitiques et s'est réellement imposé dans le paysage médiatique. Je voudrais saluer ce travail-là que vous faites, mais saluer aussi tous les téléspectateurs qui, sur les 100 numéros, sont restés fidèles à l'émission. Merci, il y en a qui ont tout suivi, hein, je le dis, il y en a qui ont vraiment suivi les 100 numéros, je vous le dis. On va commencer par la proposition de loi introduite par le parti, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral a dit, concernant la déclaration des biens. On sait que l'article 147 de la Constitution donc demande au chef d'État, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, aux hauts fonctionnaires et aussi aux directeurs de société de déclarer leurs biens avant de prendre fonction. Mais depuis l'heure, personne ne le fait et du coup le parti a dit n'est pas content. Le parti a dit veut que ça soit transformé en une loi qui s'impose à tous. Marc Abouflan. Non, c'est très important. Vous savez, je suis de ceux qui, même dans des émissions ici sur Web Plateau, avaient demandé à savoir quel était le rôle même de notre député. Parce que vous savez, les députés dans une nation ont deux rôles. Le premier, c'est de légiférer. Le second, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et nos députés, depuis longtemps, vous savez, quand vous prenez l'actuelle législature, demandez-vous combien de lois les députés ont déposées. À part les propositions de loi sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, si j'ai bonne mémoire, il n'y a aucune loi, ou peut-être une ou deux, qui a été déposée par les députés dans tout leur ensemble, que ce soit les députés de la majorité, que ce soit les députés ou les députés de l'opposition. Ce qui veut dire aujourd'hui que même si nous avons une culture parlementaire qui a déjà au moins 20 à 25 années, déjà nos députés, bien qu'ils soient payés par le contribuable pour légiférer, ont du mal à faire des propositions de loi. Et c'est pourquoi je salue cette initiative d'Adi de lancer dans le débat sur une proposition de loi, notamment relative à la question de déclaration de biens. Parce que il est vrai que c'est une disposition constitutionnelle qui normalement n'a pas besoin de loi pour se faire respecter par tous les différents responsables, que ce soit le chef de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement et tout le monde. Mais le constat est que quand à côté de chez nous, par exemple au Ghana, au Bénin, où naturellement les premiers responsables déclarent leurs biens, chez nous il est encore difficile à ces premiers responsables-là de naturellement déclarer leurs biens. Et c'est pourquoi c'est important que cette proposition de loi que vient de lancer l'ADI puisse venir justement pour permettre un cadre juridique qui fixe aussi les conditions dans lesquelles ces déclarations puissent se faire. Parce que quand vous approchez beaucoup de premiers responsables du gouvernement, beaucoup estiment que c'est parce que c'est vrai que la Constitution dit de déclarer les biens, mais les conditions dans lesquelles ça doit se faire ne se fait pas. Et surtout qu'il n'y a pas de mesures contraignantes, c'est-à-dire il n'y a aujourd'hui aucune disposition légale qui permet de contraindre les premiers responsables justement à faire cette déclaration de biens. Et je pense, n'ayant pas encore lu malheureusement l'exposé des motifs de la loi déposée par Adi, ni d'ailleurs la proposition de loi même dans son ensemble, je pense d'abord que le pas de déposer une telle loi est une bonne chose pour, je pense même, notre démocratie. Alors, le professeur Aimé Goguet l'avait promis sur ce plateau, c'est chose faite aujourd'hui. La proposition de loi a été introduite et déposée sur la table des députés pour essayer d'imposer à nos autorités, du moins à ceux qui nous dirigent, de déclarer leur bien avant de prendre fonction. On le voit ailleurs, on l'a vu, Roch Kaboul l'a fait, Pakistan l'a fait, ailleurs ça se fait. Mais au Togo, personne ne le fait et personne n'est inquiété. Firmé Tekouabo. Je pense que c'est une très bonne chose. Je me félicite de ce pas du parti ADI. Vous savez, quand on parle de la démocratie, on parle des trois fondamentaux qui sont l'obligation de transparence, l'obligation de résultat. Et l'une des choses que je voudrais évoquer, c'est qu'on ne peut pas construire la démocratie sans la transparence. La transparence exige que ceux qui gèrent les affaires publiques fassent ou montrent la transparence dans tout ce qu'ils font. Et avant d'accéder à une fonction, à la magistrature suprême, vous devrez réellement déclarer votre bien.
Et c'est ce qui se fait dans toute démocratie. Et ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est qu'on ne voit pas d'engouement de la part des autres acteurs de l'opposition. Et il y a des acteurs de l'opposition qui disent qu'ils veulent construire la démocratie, mais ne mettent pas... Ça fait déjà 26 ans que nous sommes entrés dans la démocratie. Nous sommes entrés où nous faisons des efforts dans le processus de démocratisation de notre pays, mais on ne voit pas les opposants qui insistent réellement sur le respect de cet article. C'est ce qui est dommage. Mais je me demande comment on va construire notre démocratie si on ne met pas un accent particulier sur la déclaration des biens. Si nous sommes dans un pays où, si l'opposition ne dit rien, le pouvoir aussi se tait. Le pouvoir ou le parti pouvoir choisit les règles qui lui plaisent et essaie de les respecter. En tout cas, les règles qui vont les déranger un peu, il se tait là-dessus et l'opposition non plus ne dit rien. Si l'opposition reste dans son coin et le parti pouvoir reste dans son coin, je ne sais pas comment on peut avancer dans ce pays en ce qui concerne la construction de notre démocratie. La déclaration des biens, c'est une bonne chose, c'est un pas que le parti a dit à faire, mais il va falloir que les autres partis aussi s'y associent. Même ceux-là qui ne sont pas les partis extra-parlementaires, il va falloir qu'ils aussi crient sur les médias en disant non, il faut que cela se fasse, il faut que ce soit. Moi, je dis ça. Mais c'est insuffisant, hein, il va falloir rallier à sa cause la majorité au Parlement. Et vous voyez aujourd'hui le Parti Unir en train de voter cette proposition de loi sans que les autorités donnent le quitus. Il y a un exemple banal que j'aime toujours donner. Vous savez, quand on a fixé la date des élections dans ce pays, je me rappelle qu'il y a une partie de l'opposition qui a marché dans la rue pour demander le report. Il y a une partie de l'opposition qui a crié sur les médias pour demander le report. Et ils ont obtenu gain de cause. Pourquoi ne pas marcher aussi? C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire, pourquoi ne pas mettre de la pression? C'est un exemple que je donne. Si cela tient vraiment à leur cœur, pourquoi ne pas mettre de la pression pour que cela soit respecté dans ce pays? On ne le fait pas. Marc a beaucoup parlé d'un problème qui est très important. La question des députés. Moi, j'ai l'impression qu'on est député en Afrique, mais on ne maîtrise pas ce pourquoi on est député. On est député parce qu'on est homme politique. Quand vous n'êtes pas homme politique, quand vous devenez député, vous devez avoir un cabinet nécessairement, c'est-à-dire des collaborateurs. Mais il faut les moyens pour ça. Il faut les moyens pour ça. Moi, je me rappelle que quand moi j'étudiais le droit à l'université, je me rappelle que nous avions un enseignant en droit administratif ou constitutionnel, ça fait longtemps, j'ai un peu oublié, mais qui me disait qu'à l'époque, les députés togolais, ils percevaient 800 000 francs. Et c'est là, il me disait que la moitié de leur salaire devait être consacrée à leur cabinet. Mais c'est insignifiant quand même. Oui, ça aujourd'hui, on sait comment coûte une villa Lomé. Oui, ça veut dire simplement que ce sont des choses, on en a besoin pour construire la démocratie. Si les députés n'ont pas de collaborateurs, si les députés n'ont pas de moyens financiers, comment ils peuvent travailler? Parce que quand vous êtes député, vous devez avoir des collaborateurs. Mais au Bénin, par exemple, chaque député a son assistant parlementaire et l'assistant est payé par l'État. Exactement, comme cela se fait en France. En France, par exemple, les parlementaires ont jusqu'à 2090 collaborateurs en France. Et chaque député a une enveloppe mensuelle de 9 705 €. Et il a droit d'embaucher jusqu'à 5 parlementaires, 5 collaborateurs, 5 assistants. Aux États-Unis, les ressources, les parlementaires s'appuient sur 4 niveaux de ressources humaines. Les collaborateurs personnels, les collaborateurs de commission, les collaborateurs au sein des partis politiques et les fonctionnaires du Congrès. Et ces parlementaires travaillent avec ces collaborateurs. Et chaque député ou chaque parlementaire américain a une enveloppe mensuelle de plus de 987 000 $. 987 000 $ pour un seul député. Pour un seul député. Pour entretenir son cabinet. Pour entretenir son cabinet. Et le sénateur américain a jusqu'à 40 collaborateurs. Vous voyez, les États-Unis sont grands. Et parmi ces collaborateurs, on a les financiers, on a les conseillers. Mais ils ont les moyens. Nous, on n'a pas les moyens. Mais le gouvernement peut faire un effort ici au Togo aussi et peut-être doter les députés des collaborateurs, des assistants pour faire le boulot pour les aider. Parce que là, c'est pas tous les députés qui maîtrisent les textes, les lois introduites. Il va falloir être un conseiller judiciaire. Justement, est-ce que ce sont les députés, est-ce que c'est le gouvernement qui légifère pour doter l'Assemblée aujourd'hui d'une loi qui permet à chaque député d'avoir son assistant, d'avoir un assistant juridique, d'avoir un secrétaire particulier et tout. Les députés n'ont qu'à légiférer. J'ai l'impression aujourd'hui que les députés ont aujourd'hui... Vous les voyez même faire une proposition de loi votée au gouvernement. Si c'est une loi qui est importante pour le bon fonctionnement même de l'institution qu'est l'Assemblée nationale, c'est leur rôle de le faire. Ils doivent
voter une loi allant dans ce sens pour les doter d'un cabinet que l'État prend en charge, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui votent les lois de l'État, c'est eux qui votent le budget de l'État, et donc, si eux, ils ont besoin de moyens pour fonctionner ou pour faire bien leur travail et qu'ils n'arrivent pas à se doter de ces moyens-là, je vois mal comment les autres institutions et tout de l'État qui eux donc, sont... on y reviendra. Je voudrais quand même revenir. Non, je vais dire infirmer quand on reviendra sur ce sujet une autre fois, on va vous inviter. On en parlera avec d'autres confrères ici parce que c'est important. C'est un sujet qui est fort, il va falloir l'évoquer. On va revenir sur la proposition de loi introduite par Adi. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que UNIR peut voter ce texte? Parce que si UNIR ne vote pas, ça veut dire qu'il est jeté à la poubelle. Oui, est-ce que UNIR peut voter ce texte? Tout dépendra des consignes que UNIR va recevoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que donc vous êtes sûr que les députés UNIR reçoivent les consignes à l'Assemblée? Toujours, il suffit de voir la direction des votes que prennent. Depuis que notre Assemblée a été créée, il suffit de voir la configuration même des votes à l'Assemblée. Vous savez que tous les députés UNIR votent dans le même sens, et ce sens-là ne peut pas être un sens où tous les 62 se mettent ensemble. Il faut forcément que quelque part quelqu'un donne des consignes. Et les députés UNIR même savent de quoi il s'agit quand je dis de recevoir les consignes. Non, il suffit aujourd'hui peut-être si dans un sursaut de patriotisme, les députés comprennent qu'il est vraiment important pour la bonne gouvernance dans notre pays, pour le développement même de notre pays, que tous les responsables, et il ne s'agit pas seulement du chef de l'État, aujourd'hui le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement, même le chef de file de l'opposition, qui aujourd'hui a rang d'institution, toutes ces personnes-là doivent à l'entrée comme à la sortie de leur fonction, doivent déclarer leur bien pour qu'on sache ce qu'ils ont réellement engrangé depuis qu'ils sont arrivés à l'État. Et puis, vous savez, cette déclaration de bien même est dissuasive pour ceux qui veulent faire de la corruption, pour ceux qui veulent s'enrichir illicitement au dos de l'État. Cette déclaration de bien est dissuasive parce que quand vous savez que vous déclarez vos biens à l'entrée en fonction et qu'à la fin, il peut y avoir... vous devez faire autant, vous avez du mal à aller piquer dans les caisses de l'État. Mais une chose... Mais si les gens veulent plus dans les caisses, est-ce que vous les voyez en train de faire ça? Justement, quand on nomme les gens, leur objectif premier, c'est de remplir les poches avant d'évoluer. C'est ça aussi le drame. Prenez les 62 députés UNIR aujourd'hui. Vous savez, depuis qu'ils sont là, le gouvernement a eu beaucoup d'initiatives de loi. Toutes les lois, par exemple, qui sont passées devant l'Assemblée, c'est le gouvernement et l'opposition. Ce sont des députés, une grande majorité parlementaire. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune proposition de loi. En tout cas, moi aujourd'hui, je n'ai pas encore connaissance d'une proposition de loi initiée par la majorité parlementaire. Et c'est aussi ça le rôle du député, parce que moi je vois mal ces personnes-là, parce qu'il y a aussi la question du leadership à l'Assemblée. Parce que UNIR peut ne pas adopter cette loi, pas parce que la loi ne leur plaît pas, parce que la loi n'est pas belle, mais ils voudraient avoir un peu le monopole de l'initiative de la loi. Justement parce que ça vient d'un parti de l'opposition. Et je pense qu'il faudrait, pour changer un peu cette configuration, qu'UNIR même fasse un travail préalable en son sein pour pouvoir faire des propositions de loi. Et maintenant, si UNIR fait des propositions de loi et qu'ils sont obligés à un moment donné, même s'ils ont la majorité sur des lois importantes, ils auront besoin, par exemple, de l'aval d'une partie de l'opposition, je pense qu'il y aura des discussions à l'Assemblée pour faire des conciliabules au sein de tous ces partis-là. Et quand l'opposition va être initiatrice d'une loi aussi, l'opposition peut facilement aller vers UNIR justement pour faire les conciliabules et pouvoir faire adopter la loi. C'est juste pour ajouter un petit truc. Moi, je voudrais juste dire à notre député que ce n'est pas en tout qu'il faut être partisan. Il faut être patriotique quelquefois. Et des fois, l'intérêt national doit en dépendre. Parce que quand on parle de la déclaration des biens, c'est pour le bien du pays. Quand il y a de la transparence, cela engrangera d'une manière ou d'une autre des richesses pour le pays. Donc c'est ce que je voudrais ajouter. Alors, on va passer à autre chose. La réunion des libéraux démocrates de l'Europe, des ACPI, a eu lieu donc la semaine dernière à Lomé. Et en marge de cette réunion, l'eurodéputé Louis Michel a fait une déclaration tonitruante qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis lors. Je vous cite la ligne des propos tenus par Louis Michel. Le président Faure Gnassingbé est un président exceptionnel, reconnu en Afrique par ses pairs. Votre président est une personnalité qui inspire, qui est respectée, qui pratique l'ouverture politique, qui pratique aussi, et ça c'est le sens des visionnaires, qui pratique la proactivité, qui fait preuve de grand apathie, de beaucoup de crédibilité sur le plan international. Je veux vouloir témoigner ce que le président Gnassingbé véritablement exprime et est perçu de plus en plus au sein de la communauté internationale comme une personnalité à la fois intelligente et visionnaire, surtout engagée à force de sagesse, à force de volontarisme, et ce qui peut être le plus prégnant,
ce qui peut être le plus impressionnant et qui impressionne et qu'il a d'exprimer sans souci sa volonté d'aller à la rencontre de ce qui le préoccupe le plus, c'est-à-dire le très grand tout de la jeunesse dans notre société. Je pense qu'à ce titre, il fait œuvre de vision, mais aussi c'est un précurseur en Afrique. C'est les propos de Louis Michel hein, à l'endroit du chef de l'État Faure Gnassingbé. Mais liberté par de flagornerie. Tout flagonneur vieux dépend de celui qui l'entend, hein, pour paraphraser un peu la flamme. Non, vous savez, moi je pense aujourd'hui qu'on fait une fixette sur Louis Michel, parce que Louis Michel dire le contraire là de ce que vous avez lu, c'est ça qui m'étonnerait. C'est ça qui m'étonnerait, parce que nous Togolais, nous avons cette habitude là d'attendre des autres, d'attendre de l'Europe, d'attendre de l'Occident, d'attendre de ces personnes-là, eurodéputés, anciens commissaires, d'attendre d'eux qu'ils viennent nous dire ce qu'on doit savoir dans notre pays, qu'ils viennent nous dire. Nous tous Togolais savons exactement réellement ce qu'est notre président, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. J'ai l'impression et je sais que nous tous Togolais savons quelles sont les qualités de notre président, quels sont ses défauts, et je ne pense pas que c'est à Louis Michel de le dire. Et s'il le dit, je pense que c'est ceux qui lui ont prêté justement une oreille attentive, c'est à eux qu'il peut faire ça. Mais je pense, enfin moi en tant que Togolais, que je connais les qualités de mon président, je connais ses défauts, je n'ai pas forcément besoin de l'avis de Louis Michel pour me faire une idée du président Faure Gnassingbé. Moi je dis simplement que Louis Michel, c'est son habitude. Moi je me rappelle qu'en 2004, au lendemain de la signature des 22 engagements, et le général, le président à l'époque, l'avait reçu dans son salon à Pia. Et on avait marqué les caméras sur Louis Michel. Il disait le président Yadema, c'est un grand homme, il a une bonne volonté, c'est un homme vieux. Il avait dit des choses comme ça. C'est la même chose qui continue avec le président de la République. Bon, est-ce qu'il faut l'accuser d'avoir lancé des éloges à l'endroit du président de la République? C'est ce qu'il connaît du président de la République. Et n'oublions pas que nous sommes sur le terrain de la diplomatie. Louis Michel a été envoyé pendant longtemps par l'Union européenne vers le Togo. Et il a eu à travailler avec le Togo, c'est le terrain de la diplomatie. Il ne va pas dire que le Faure Gnassingbé ne fait pas bien, c'est la diplomatie. Le président de la République, il est en train de préparer encore son avenir, le président du Togo, et il travaille pour avoir une diplomatie vraiment agissante. Louis Michel, il parle comme Louis Michel, mais il a encore des réseaux à Bruxelles, à l'Union européenne. Donc, il a les clés qui ouvrent encore les portes au niveau de l'Union européenne. Il ouvre encore les portes. Donc, mais c'est pas ce qui m'intéresse réellement, parce que Louis Michel dise que Faure Gnassingbé fait bien ou pas, ce qui m'intéresse, c'est le sujet dont... La réunion parle de la migration, on parle de la migration des jeunes. De la migration, ça, je vais commencer avec ceci, avec l'intervention du Premier ministre Klassou, qui disait: il s'agit de contribuer à éclairer les choix politiques sur les déterminants économiques, sociaux et environnementaux des migrations et élaborer des stratégies structurantes pétries des valeurs qu'incarnent et que véhiculent les libéraux et démocrates, à savoir promouvoir une société juste, libre et ouverte qui permette à chacun de ces citoyens de partager pleinement dans la société en leur offrant par la même occasion l'opportunité d'exploiter leur potentiel loin de la pauvreté, de l'ignorance et de la discrimination. C'est ce que le Premier ministre Klassou a dit. Moi, c'est un bon discours, sauf que dans les faits, nous vivons autre chose. Il a parlé d'une société juste, libre. En réalité, moi, je croyais qu'il allait toucher du point de doigt les réelles causes de la migration dans notre pays. La pauvreté. La pauvreté. Quand on parle de la migration, les gens quittent le continent africain parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a la violation des droits de l'homme, parce qu'il y a des conflits armés. Qu'est-ce que le Premier ministre togolais a dit par rapport à ça? Et quand il avance en réalité les causes, il doit proposer aussi des solutions en même temps. Vous savez, en 2014, les côtes italiennes ont enregistré plus de 165 000 migrants clandestins venant de l'Afrique en passant par la Méditerranée. Et en 2015, entre janvier et février, les côtes italiennes ont enregistré plus de 7 840 migrants clandestins. Le Premier ministre, il dit quoi? Décès ou bien les migrants? Les migrants, moi je parle des migrants, je ne parle pas de ceux qui sont morts, parce qu'il y a des milliers qui sont morts, moi je ne devrais pas parler même de ceux qui sont vivants. Mais quand on voit ces choses, et non, on n'étudie pas profondément les causes, je pense qu'on aura toujours cette situation-là. Le fait que il y a des gens qui quittent le continent africain parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont rien à faire. Ils sont déçus. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. L'avenir est hypothéqué. L'avenir est hypothéqué. Je me rappelle qu'en 2013, le rapport de l'OIT disait que l'Afrique enregistre 75 millions de jeunes chômeurs. Non, le monde enregistre 75 millions de jeunes chômeurs. Et l'Afrique seule prend 38 millions de jeunes chômeurs.
ce qui est dommage et grave dans cette aventure, c'est que 40% de ces 38 millions sont absorbés par la secte islamique Boko Haram. Qu'est-ce que les dirigeants africains font aujourd'hui? Pas de migration, ils se félicitent de cette réunion que les libéraux, les démocrates sont en train d'organiser. Mais l'approche de solution, c'est où? Alors, Marc Beaufland, ils sont réunis, ils ont parlé. Au finish, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre de Lomé? Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre de Lomé? Vous savez, c'est un groupe de députés qui ont une certaine vision et qui sont venus parler par rapport à leur vision de la question de migration. Moi, je voudrais peut-être revenir sur la question de migration pour dire que en Afrique, notamment dans notre pays où la migration est très très forte ces temps-ci, cette migration-là se nourrit non seulement de la pauvreté, mais aussi de la frustration. Parce que quand vous avez un pays où l'égalité des chances n'est pas efficace, les gens pensent que quand ils vont ailleurs, ils peuvent avoir cette égalité de chances-là. Et ça renforce un peu ce désir de migration-là au niveau des jeunes. Et je pense que c'est ce qui doit véritablement être combattu. Cette réunion des libéraux démocrates a peut-être eu le mérite de dessiner les grandes lignes de la vision des parlementaires des deux côtés, que ce soit des pays ACP, que ce soit des pays de l'Europe. Mais aujourd'hui, j'ai vu le document de conclusion donc, de cette rencontre, il n'y a pas de grandes mesures parce que vous savez, les parlementaires peuvent légiférer. Peut-être en Europe, ces parlementaires auront la possibilité de proposer des lois, mais comme on vient de le dire tout à l'heure, les nôtres, malheureusement, je ne pense pas qu'ils pourront arriver à partir de ce document de base, là, proposer une loi qui puisse permettre d'entrer dans la législation. Mais la question de migration est aujourd'hui une question très très importante parce que quand on voit le nombre de Togolais qui sont candidats même, au départ, le nombre de Togolais qui échouent dans ces différents pays et les conditions dans lesquelles ils sont traités. Prenez le cas par exemple de nos compatriotes qui sont traités comme des esclaves au Liban et tout. Qu'est-ce que l'État fait par rapport à ça? Et on aura beau tout dire, il faut que l'État crée des conditions pour permettre la rétention de ces jeunes-là. Et je pense qu'on en est encore loin aujourd'hui parce que non seulement les chiffres de lutte contre la pauvreté sont encore très minimisables chez nous, mais au-delà même, il n'y a pas cette égalité de chance-là qui est mise au niveau de tous les citoyens, parce qu'on a l'impression que tu t'appelles tel ou tel, le traitement que l'État même te réserve est différent en fonction de ton patronyme, en fonction de ton lieu de naissance, en fonction de ton ethnie et tout. Et c'est ça aujourd'hui qui crée la frustration, qui pousse les gens à vouloir quitter le Togo. Et je pense que c'est sur ces questions essentielles-là qu'il faudrait qu'on travaille. Alors, rapidement, non, vas-y, non, parce que je voulais passer à autre chose. Non, c'est juste dire que nous sommes là, l'Afrique est là, on ne prend pas des mesures sérieuses pour développer notre continent. Ce sont les Blancs qui pensent à notre place. Ils pensent plus à développer l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Quand Manuel Valls disait l'Afrique est un continent d'avenir, moi je dis simplement que l'Afrique est un continent d'avenir, oui, mais un continent d'avenir pour les Occidentaux et non pour les Africains. Parce que les Occidentaux, ils ont encore des milliards à investir en Afrique et c'est pour leur poche. Moi, pour terminer, je voudrais vous dire simplement que dans les 5 ans à venir, dans les 5 prochaines années, on aura à vendre plus de 500 millions de smartphones en Afrique. Et ça ira dans la poche des Occidentaux. 500 quoi? 500 millions de smartphones en Afrique. Beaucoup plus dans la poche des Chinois, je pense, que des Occidentaux. On va évoluer, on va parler de notre sujet, enfin un sujet qui est triste, c'est la nécrologie. Notre confrère Cléo Ezodina Bétizi, on l'a connu sur la TVT. Il était journaliste, présentateur du journal là-bas. Il était attaché de presse de l'ancien ministre des Affaires étrangères, féministe Kofi Panoum. Il est passé à l'Union africaine, après à l'ONU. De l'ONU, on l'a rappelé à la présidence pour être directeur de communication de la présidence de la République. Il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Cléo Essodina Pédiezi nous a quittés vendredi dernier à l'âge de 47 ans. Il est encore très jeune. Il préparait une thèse. Il nous a quittés. Il est derrière lui une veuve et 3 enfants, 3 orphelins. C'est une nouvelle vraiment triste. Quand on perd un être cher comme ça, j'imagine un peu ce que la famille peut endurer, ce que la famille doit être en train de traverser maintenant. C'est grand, c'est grave, la tristesse est profonde. Le petit dit, moi j'avoue que je ne l'ai jamais vu physiquement comme ça, mais j'entends parler de lui dans la presse, quand on parle de la communication de la présidence, tout le monde se réfère à lui. C'est un grand homme, un haut fonctionnaire qui a beaucoup apporté au monde parce qu'il a eu à travailler à l'ONU, à l'Union africaine. Il a eu à gérer la communication
d'une présidente de la République, ça veut dire simplement qu'il a de la qualité. Pendant au moins, je crois, attends, il est arrivé en 2000, pendant au moins 7 ans avant. Donc ça veut dire que c'est un homme qui a de la qualité, qui a de la valeur. Il a travaillé peut-être dans des conditions difficiles, mais il a donné le meilleur de lui-même, ce qu'il pouvait et ce qu'il avait. Et aujourd'hui, la corporation est en train de perdre ou a perdu une icône de la presse togolaise. C'est triste. Claude Pétiesi, ou comme on l'appelle, affectueusement, et sœur Dina, nous t'aimons, nous ne t'oublierons pas toute la douleur que ressent ta famille, nous la partageons également. Marc Beauflan, vous le connaissez? Vous connaissez l'homme? Oui, j'ai eu à collaborer avec lui sur le magazine de la présidence qu'il éditait, Les Deux Palais. Les Deux Palais, oui. Ouais, c'est quand même triste parce que c'était un homme qui avait beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, je voudrais profiter de ce plateau pour présenter toutes mes condoléances à sa famille, notamment au confrère Fabrice Pédiesi. Fabrice Pédiesi, un habitué, un fidèle, un grand, un ami à cette émission qui est là tout le temps quand on le sollicite, dès qu'il est disponible avec nous. Courage à toi Fabrice Pédiesi, Fabrice, courage à toute la famille Pédiesi également. Voilà, courage à toute la famille Pédiesi. Monsieur Cléo était un amoureux des lettres. On a un frère amoureux des lettres. Il avait remporté la célèbre dictée de Bernard Pivot, pour ceux qui connaissent. Avec zéro faute, ça peut préciser. Il était premier, il a fait dicter, il a eu zéro faute. Et il a un grand prix qu'il a eu à l'époque là. Et au-delà, c'était un homme qui avait beaucoup de qualité, malheureusement, que la grande faucheuse a pris à la fleur de l'âge, parce que je pense qu'il était arrivé à l'âge où il pouvait quand même transmettre un peu à la jeune génération de journalistes les connaissances qu'il a acquises tout au long de sa longue et riche carrière. Et donc, saluer la mémoire de l'homme, mais aussi espérer que beaucoup plus de Togolais suivent les pas de ce monsieur-là, qui quand même avait une autre vision de la communication, n'avait pas la vision de l'antiquité que beaucoup ont aujourd'hui de la communication au Togo. Il avait, quoi qu'on dise, réussi à dynamiser un peu les lignes de la communication présidentielle au Togo, ce qui n'était pas évident avant son arrivée. Donc, je voudrais quand même avoir une pensée pieuse et souhaiter que ses collaborateurs, enfin ceux qui prennent la relève, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était aussi secrétaire général adjoint de la présidence de la République, que ceux qui prennent la relève puissent être à la hauteur de la mémoire de l'homme. Alors, il a été changé, il a été remplacé avant de mourir. Aujourd'hui, nous pleurons tous, Cléo Pédiesi, toutes nos condoléances à toute la famille Pédiesi, à tous ses proches, sa femme et ses 3 orphelins qu'il a laissés. Courage à vous tous. J'espère que nous suivrons de très près le programme de ces obsèques et on y reviendra ici dans cette émission. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une pause. Derrière la pause, notre invité, Sir Adoumayakor. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour en studio avec notre invité, le grand citoyen d'État, Sir Adoumayakor. Bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Bonjour à tout le monde. Et puis, bon anniversaire, si je puis dire. Je rends hommage à votre professionnalisme. Et au-dessus de vous, au directeur général, monsieur Luc Abaki, et par-dessus lui, au couple Bodjona. Merci. Et à tous les techniciens, bien entendu. Ok, merci, monsieur Adoumayakor. Alors, on va démarrer par l'étranger. On a choisi ainsi de le faire ainsi. On va aux États-Unis, on revient au Togo. Alors, vous acceptez? On y va, direction au pays de Donald Trump. Vous l'aimez, ce monsieur? Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui, parce que, si vous voulez, s'il est arrivé à se faire élire président des États-Unis, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que le problème est plus profond que cela. C'est un problème. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Saint-Victor. C'est un grand professeur à l'université Paris 3 qui avait écrit en 2012 le pouvoir invisible, qui traitait
dans ce livre de ce qu'on appelle la défiance des citoyens envers l'establishment. Et ce phénomène aux États-Unis, ça ne se passe pas qu'aux États-Unis, ça se passe partout dans le monde. Ça se passe aussi ici, nous en aurons l'occasion d'en parler. C'est que vous avez aux États-Unis, en réalité, depuis la guerre du Vietnam, et l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, l'avait mis en exergue dans un appel qu'il avait fait le 15 juillet 1979, où il mettait le doigt sur ceci. Il disait que la nation américaine est frappée au cœur, à l'esprit et dans son âme. Pour quelqu'un qui n'était pas un visionnaire, on ne peut pas dire qu'il était à côté de l'histoire. Et vous avez, c'est une société de contraste. Vous avez des gens qui représentent, qui sont le magma concentrique de la détresse, les minorités, les petits fermiers, les petits agriculteurs, les noirs. Vous avez tout un monde qui ne voit pas d'un bon œil, qui vit très mal la globalisation et tous les problèmes qui se passent dans la société américaine et qui reprochent au pouvoir, l'ordre établi, de s'occuper plus des problèmes extérieurs que des problèmes intérieurs. Et ceci, si les sondages n'avaient pas vu venir, c'est parce que les sondages ne voulaient pas voir venir. Ah, vous y croyez? Est-ce que vous êtes en train de dire que les instituts de sondage eux-mêmes ne voulaient pas que Trump gagne, donc ils ne voulaient même pas prédire la victoire de Trump? Écoutez, les instituts de sondage se trompent depuis quelques années un peu partout sur le globe. Mais le sondage, c'est pas une science, hein, c'est pas une science. Justement, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas fonder, on ne peut pas appuyer une vision, une stratégie politique à partir des sondages. Parce que l'immatérialité de l'humeur, vous ne pouvez pas prendre en considération, calculer, faire de l'arithmétique avec l'humeur de la détresse. Et ça, c'est le problème qui se pose, très difficile pour les instituts de sondage, parce que vous avez des gens qui ont envie de voter pour tel ou tel candidat, mais qui n'osent pas le dire sincèrement, parce qu'ils se disent, si je veux voter pour Le Pen, je vais me dire, ben, j'ai peut-être un peu de gêne, un peu de malaise d'avouer publiquement que je vais voter pour Le Pen. Et je ne dis rien, je dis autre chose. Mais dans les yeux, vous êtes seul face évidemment, vous le faites. Évidemment. Et je crois que Madame Hillary Clinton a péché par un excès de confiance un peu. Et tout le monde... Elle dit, elle repart à les instituts de sondage. Il y a une part de ça, mais le problème, c'est cette vague de fond de défiance des citoyens d'État de tous les pays, des grands pays, même en Afrique, qui ne veulent plus subir ce qu'on leur impose du fait de la mondialisation. Donc, Alain Perfit, dans un essai extraordinaire qu'il avait publié, ancien ministre du général de Gaulle, disait ceci: les sociétés libérales anglo-saxonnes sont construites sur la confiance, tandis que les sociétés latines, elles, en particulier la France, sont faites sur la défiance. Et vous avez ce glissement provenant des sociétés anglo-saxonnes, qui est la résidence de la mondialisation par excellence, qui glisse peu à peu vers la défiance. Et ça, on l'a vu en Italie avec Forza Italia, on l'a vu en Angleterre avec le Brexit, et on le verra peut-être en France, on le verra aussi au Alors, Pérou. vous êtes en train de nous dire que le PN peut passer en 2017 en France? Mais je ne peux pas dire que ça n'est pas impossible, puisque plus personne ne peut savoir ce qui peut advenir. Parce que les gens souffrent tellement. Pourquoi l'idée européenne est en miettes? Parce que les gens disent que leur pays n'ont plus la souveraineté nécessaire pour prendre à bras le corps les problèmes, parce qu'ils sont coincés par des lois européennes, des choses comme ça. Donc les gens en veulent à ce type d'idée globale. Il veut être indépendant. Mais évidemment, pourquoi De Gaulle parlait-il de l'Europe des nations, hein? Et l'Afrique, l'Union africaine met les pieds dans les mêmes erreurs. Elle est en train de faire les mêmes erreurs parce qu'elle veut se calquer sur l'Union européenne en conservant les mêmes erreurs.
Le problème est beaucoup plus profond que ça. Mais moi j'ai une question, surtout par rapport à l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'était un vote rejet de Barack Obama et puis une non-acceptation des habitants des États-Unis d'une femme à la tête de leur État? Non, je ne pense pas que ce problème eût quoi que ce soit à faire avec le sexe. Ben, vous comprenez, pas parce que c'est une femme. Dans ce cas, si on rejette la femme, on eût pu rejeter le noir. Donc, je pense que le problème c'est l'amoncellement, c'est l'entassement des rejets dont vous dites qui existent depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est des petits rejets qui se posent, qui se mettent les uns sur les autres et qui constituent le magma de rejet considérable qu'on a vu. Alors, est-ce que le candidat Trump sera forcément le président Trump? Est-ce que le Trump qu'on a connu pendant la campagne sera le même après investiture du 20 janvier? Je crois qu'il y aura quelques variations. Il y aura forcément quelques variations parce que vous avez le langage de campagne et vous avez des réalités du pouvoir. Et puis, vous avez des contre-pouvoirs aux États-Unis. Même si Donald Trump voudrait vider les États-Unis de tous les immigrés, il va s'abloquer, n'est-ce pas, contre les contre-pouvoirs. Le Congrès. Mais évidemment. Donc, entre le discours de campagne et les réalités du pouvoir, je pense qu'il y a quand même quelques différences. Et pour revenir un peu en arrière, M. Adama, est-ce que les États-Unis étaient prêts ou les Américains étaient prêts pour avoir une femme présidente? Je pense, et je répète ce que je dis, le problème n'était pas là. C'était pas un problème de femme, parce que tout le monde reconnaît à cette femme de grande qualité, d'homme d'État ou de femme d'État. Ce n'était pas une histoire d'incompétence ou de compétence qui était sur la table. C'était ce que je viens, parce qu'elle représente, elle symbolise, si vous voulez, l'élite. Elle symbolise ce que rejette ce magma concentrique de l'Amérique profonde. Elle symbolise cela. Donc, à partir du moment où vous avez tout le déplacement d'acquaintance des rejets en face, le système, vous êtes balayé. C'est ça. Alors, vous êtes aujourd'hui analyste politique, vous suivez de près l'actualité autour en Afrique. Alors, si on vous demandait de donner un conseil au président Donald Trump, qui, on a vu au cours de sa campagne, s'est intéressé à l'Afrique, s'il faut donner un conseil par rapport à l'Afrique, à sa politique africaine, que lui direz-vous? D'abord, on ne donne pas de conseil à un président de la République, on lui suggère. La suggestion. Bon. Si je lui disais de respecter son programme, pour être fidèle, pour être loyal par rapport aux gens qui ont voté pour lui, je ferais preuve d'un certain cynisme. Si je lui dis de ne pas le respecter et d'avoir quelques variances, je pense que c'est ce que je lui suggérerais, parce qu'on ne peut pas ainsi arriver et porter l'estocade à quand même des choses qui sont là. Il faut essayer d'arrondir les angles, mais on ne peut pas d'un coup d'estocade tout briser. Je pense que le pouvoir va le changer, il va nuancer, il est obligé de nuancer sa politique. Il ne peut pas la mettre en exécution, en application, tel qu'il avait dit au cours de sa campagne. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas finalement, parce que nous qui sommes au Togo, nous qui sommes ailleurs, qui ne sommes pas aux États-Unis, c'est beaucoup plus la politique étrangère du président Trump qui nous intéresse. Et quand vous lisez son discours, son programme politique par rapport à la politique étrangère et par rapport même à l'Afrique, est-ce que vous ne pensez pas finalement que Donald Trump est le meilleur président des États-Unis dont le monde peut rêver aujourd'hui? Mais si je réagis à votre question, Donald Trump peut s'avérer un grand président. On a vu à peu près dans des proportions beaucoup plus restreintes avec Ronald Reagan. Lorsqu'il était, souvenez-vous, arrivé au pouvoir, il était quelque peu la risée générale. Parce que c'était un cow-boy, c'était un acteur de série B, et pourtant il a été un grand président. Et ses discours n'étaient pas tout à fait très loin de ce que tienne Donald Trump. Donc le pouvoir change les hommes, et je pense que les réalités, la réalité effective des choses dont parlait Machiavel vont rattraper Donald Trump.
dans l'exercice de son mandat. Alors, les chefs d'État africains, certains d'entre eux se réjouissent du départ de Barack Obama, de l'arrivée de Trump. Ils pensent que Trump, qui ne s'intéresse pas trop à l'Afrique, ne va pas vouloir voir de très près leur dérive. Est-ce que vous pensez la même chose aussi? Mais pourquoi? La question que je me pose est de savoir pourquoi est-ce qu'ils s'en réjouissent. Parce qu'ils se disent qu'effectivement, il n'est pas tout à fait intéressé par ce continent en dépression. Donc, il aura tellement de problèmes intérieurs qu'il ne s'occupera pas de savoir ce qui se passe en Afrique. C'est pour ça qu'ils sont très 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 contents. Hein? Mais vous savez, c'est une question de petit cerveau, ça, c'est pas important. Les peuples de ce continent auront le même destin que lui imposent les magmas concentriques de toute détresse. Ça, c'est clair. Alors, si je comprends bien, est-ce que vous voyez Trump en train de dire au président Kabila, écoutez, quittez le pouvoir après votre mandat, ou bien après la petite transition, vous le voyez en train d'intervenir Je n'en sais rien. Au Burundi, par exemple? Je n'en sais rien. Mais vous l'avez la félicité? Je n'en sais rien. Si vous voulez, avec ce président élu, c'est un peu l'incertitude. C'est le monde des incertitudes. Même les analystes américains n'arrivent pas à avoir quelque perception de ce qui pourrait être sa politique étrangère. Déjà envers l'Europe et encore moins vers l'Afrique. Votre souhait, c'est quoi? Mon souhait, c'est qu'il se mêle un peu de ce qui se passe aussi en Afrique. Obama ne s'en est pas mêlé de beaucoup. Il en a fait assez, Obama. Obama, on a vu son discours d'Accra, son discours d'Addis Abeba, il a dit beaucoup de choses. Sauf que, on a vu Obama qui appelait le président de Gbagbo à l'époque, quand il y avait des problèmes. Gbagbo refusait de décrocher son appel. On a vu Obama qui intervient dans plusieurs crises, mais bon, il ne peut pas quand même prendre son armée et aller les chasser. Bien sûr, mais bon. J'en entendais rien du tout. Parce qu'Obama, avant tout, est américain. Il a été élu par les Américains. Donc, il est tout à fait normal qu'il ne s'occupe pas d'abord des affaires intérieures américaines et puis des affaires extérieures qui concernent le giron de l'influence américaine. Donc, je ne suis pas un déçu de l'obaïmisme ou je ne sais quoi, si vous voulez. Je ne suis pas du tout déçu par lui, puisque je n'attendais rien du tout. Ceux qui ont dansé en Afrique parce que Obama était devenu président des États-Unis, je pense qu'il doit avoir quelques petits règlements intérieurs à ajuster. Alors, vous pensez que le président américain, le nouveau, qui vient d'être élu, Trump, va peut-être mettre sa bouche dans la question de l'imitation de mandat en Afrique, parce qu'on a vu des gens qui sautent les verrous, d'autres qui ne veulent pas limiter. Est-ce que vous le voyez intervenir sur ce débat, ou bien vous souhaitez qu'il intervienne sur ce débat? Je ne souhaite rien du tout. Je ne souhaite rien du tout. Je vais vous dire quelque chose. Le destin des Africains doit être pris en main par les Africains eux-mêmes. En quoi faisant? Écoutez, dans l'histoire de l'humanité, dans la marche universelle des peuples, les interventions extérieures, si vous comptez là-dessus pour que les choses changent dans vos vies, vous pouvez attendre longtemps. Parce que moi, si j'avais été président d'un pays extérieur et que j'y voyais mes intérêts assurés par un régime autocratique, pourquoi voulez-vous que je fasse en sorte que ce régime saute? C'est aux Africains eux-mêmes de prendre leur destin en main. Mais on l'a vu en Côte d'Ivoire, sans Sarkozy, Ouattara ne serait jamais président. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parce que Sarkozy préservait les intérêts de la France. Parce qu'il avait considéré qu'avec Gbagbo, ils étaient plus tout à fait assurés. Non, mais Gbagbo a donné le port d'Abidjan à l'époque à Bolloré, donc il n'y avait aucun souci en principe. Entre ce qui se passe entre eux en privé, ce qui se raconte au téléphone, moi je n'en sais rien du tout. J'ai entendu des choses là-dessus. Gbagbo aussi aurait raccroché dans les oreilles de Sarkozy. Donc vous savez, il y a des problèmes, des rapports humains. Ouattara aurait dit, Monsieur le Président, faites quelque chose. Ouattara est plus francophile que Gbagbo. Ouattara est un homme de la France. Alors, on revient chez nous, si vous permettez. L'actualité chez nous, on a fini le sommet depuis plus rien. En temps, on l'a vu la semaine dernière, le parti a déposé une proposition de loi pour qu'on vote une loi plutôt, pour que nos dirigeants, que ce soit le chef de l'État, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les directeurs de sociétés d'État, déclarent leur bien de prendre fonction. Est-ce que vous saluez cette loi, cette initiative, cette démarche? Mais je suis dans un état de tristesse avancée que de constater que ce que prévoit la Constitution n'est pas respecté. Parce que pour que ce parti soit dans l'obligeance de remettre à jour un projet de loi, alors que la Constitution stipule
force un peu oblige que le président de la République, que le gouvernement, enfin, tous les grands dignitaires de l'État déclarent leurs biens et qui ne le font pas, c'est quand même un constat de désastre. C'est malheureux de voir ça. Les autorités de ce pays ne respectent pas la Constitution dont ils sont les propres garants et les gardiens. Alors, c'est au parti, d'ailleurs, à l'honneur de ce parti, que je ne connais pas très bien. Je connais son président. Oui, je connais son président. Je connais monsieur professeur Goguet. C'est d'ailleurs à son honneur d'essayer de faire bouger un peu les choses. Sinon, est-ce que ça a une quelconque chance d'aboutir? Je n'en sais rien du tout. Parce que vous avez les forces de l'invouloir qui ne voudront pas donner l'opportunité à ce parti de faire aboutir son projet de loi. Tant qu'analyste politique, est-ce que vous pensez aujourd'hui du rôle de nos députés? On l'avait un peu effleuré tout à l'heure, mais ces députés-là qui jamais ne font de propositions de loi, qui jamais ne font des propositions par eux-mêmes, par-delà ce que le gouvernement voit, que pensez-vous de notre législature actuelle? Au-delà de ça, j'entendais tout à l'heure le citoyen d'État dire que les députés ne connaissaient pas leur métier. Pas tous. Il y en a qui sont très conscients, il y en a également qui sont conscients de leur rôle. Bon, il y a un problème de moyens. Ce sont des gens qui manquent considérablement de moyens. Bon, et puis vous avez des députés tarés, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont députés. Pourquoi? Parce que l'opportunité s'était présentée pour qu'ils deviennent députés, et qui sont députés, c'est tout, qui n'ont pas d'avancement général de leur rôle, hein, et qui n'ont même pas, qui ne savent même pas ce qu'est un député, qui sont incapables de rédiger un projet de loi. C'est une vérité qu'il faut dire au Togo. C'est pour ça qu'il leur fallait un cabinet, un parlementaire, des gens pour les accompagner. Ce sont des gens, d'après ce que j'en sais, qui font des formations, ils vont en stage à l'étranger. Ils ne vont pas en stage, ils vont pour leur session, dans le Parlement étranger. Je serais curieux de croire que le président de l'Assemblée nationale, et en tout cas toute l'institution de l'Assemblée nationale, n'ait pas pris les dispositions pour permettre à ces députés, en tout cas ceux qui sont tarés, de ne pas pouvoir mais c'est pas évident pour les nul ne peut affirmer ici, je pense que le député... Vous avez des députés qui n'ont pas conscience de leur fonction, de leur rôle. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, je ne suis pas venu poussiérer les ponts pour députés. Je dis la vérité. Je dis qu'il y en a qui sont... Mais ils sont là, ils sont des hommes d'État. Il y a des gens parmi eux qui sont des gens consciencieux de leur rôle. En revanche, vous en avez une proportion aussi, et je le répète, qui sont des députés tarés, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien du tout à la politique, ils ne savent même pas rédiger un projet de loi. Mais les professeurs là-bas, non? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'a qu'à les virer, et puis c'est tout. On ne peut plus mettre à leur place on ne vire pas les députés. Ils sont élus par l'État. La prochaine fois que les électeurs ne votent pas pour eux, parce que les électeurs, quand on vote pour un député, on vote pour un député pour que ce député soit au service des aspirations pour lesquelles vous avez émis des votes, oui ou non? C'est bien ça. Alors si vous votez pour des gens qui ne font rien du tout, qui touchent combien par mois ensuite pour aller à savourer je ne sais quel plaisir en vie, le problème n'est pas là. Le Togo a des problèmes. Donc nous avons besoin des gens sérieux. Nous avons besoin des gens qui sont imbus d'une certaine idée de ce pays pour que ce pays trouve une certaine revivance quand même dans le lien. Peut-être que le parti les différents partis sont satisfaits de leurs travaux, peut-être c'est vous qui n'êtes pas satisfait. Ben moi, je ne suis pas satisfait au sujet, à propos de ceux qui ne font rien. Je répète, ils ne sont pas tous des tarés. Je suis désolé. Moi, si on me mettait demain, on me met président de la Cour suprême, je serais un président taré, parce que je ne suis pas un spécialiste du droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut savoir reconnaître ses propres limites. C'est tout. Vous avez des gens qui ont voulu devenir députés, ou alors ils ont été députés par la force des choses. Mais dès lors, qu'est-ce que vous faites? Mais apprenez. On n'a jamais fini d'apprendre. Apprenez. Apprenez votre rôle, apprenez votre fonction. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un danger pour... Je ne voudrais pas oublier Louis Michel. J'ai quelques stockades pour lui. Est-ce que avant cette députée que vous traitez de taré, n'est-il pas un danger entre guillemets. Oui, n'est-il pas un danger pour l'Afrique? Ben, évidemment, si vous avez des gens
qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas la conscience du rôle qui leur incombe, transmis par le peuple, évidemment que ça court, ça participe au magma concentrique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le peuple qui va être dans la rue. Parce que moi, je ne vais pas voter pour vous, vous allez vous installer à l'Assemblée nationale, vous ne faites rien du tout. Alors, parce qu'à la limite, le président de la République, on l'accable, bien sûr, on l'accable parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il n'y a pas que lui, il y a les députés aussi, et les députés de la majorité, parce que les députés de l'opposition, ils n'ont pas beaucoup d'initiatives, bon, ils sont un peu bloqués dans leur initiative, c'est le jeu normal du groupe majoritaire et du groupe minoritaire. Mais bon, enfin, ceux qui sont là, qui sont quand même imbus d'une certaine idée de leur fonction politique, c'est ça qui compte, c'est travailler pour le peuple. Ça n'est pas d'empocher ces traitements mensuels. Alors, monsieur Adoumayakwa, que reprochez-vous à Louis Michel? Vous avez entendu ces déclarations? Ouais, je l'ai, mais c'est tout à fait stupéfiant. Je ne voudrais pas être désobligeant à l'endroit de ce grandissime fou des seigneurs, dont l'existence trépidante est splendifiée par ses accointances haut placées. Mais enfin, il faut être sérieux. Ce monsieur qui, en Europe, condamne de la façon la plus sévère ce qu'il a qualifié, lui-même de sa bouche, ce qu'il a qualifié de tyrannie majoritaire, s'agissant du Premier ministre hongrois. Ce monsieur, parce qu'il est l'ami des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, accepte, tolère, soutient l'inacceptable en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, elle a le droit de ne pas mériter ce qui est bien, et que c'est seulement l'Europe qui a le droit de mériter ce qui est bien, ce qui est tout à fait démocratique. C'est ça que je condamne. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais, en fait? J'ai lu ses propos, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Mais c'est tellement long que voilà, il y a un mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Extraordinaire, il avait dit quelque chose, j'entendais tout à l'heure. Bon, continuons. Voilà. Oui, mais bon. Je me rappelle plus, c'est tellement mal ficelé, c'est tellement mal écrit, c'est tellement mal dit, que moi le seul mot que j'ai retenu, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il dit on a un chef d'État exceptionnel, intelligent, qui écoute son peuple, qui prend en charge les problèmes des gens. Monsieur, qu'est-ce qu'il connaît de notre vie ici? Qu'est-ce qu'il connaît du Togo? Mais il atterrit à l'aéroport de conneries. Il atterrit où? Il atterrit à l'aéroport de Lomé. Il monte dans sa voiture, il va à la présidence de la République, il va dans sa salle de conférence ou dans son hôtel. Il connaît les réalités dépressives des Togolais? Est-ce qu'il connaît les réalités dépressives des Togolais? Est-ce qu'il connaît tout point hôpital? Il connaît tout ça? Non, il s'en fout, ça n'est pas son problème. Ça n'est pas son problème. Mais c'est quoi ces gens-là qui viennent, ces étrangers qui viennent ici, qui viennent comme ça splendifier des réalités dépressives des Togolais par des mots comme ça? D'abord, nous avons eu droit à Valls il y a quelque temps, et voilà qu'il y a ce monsieur qui vient. Mais tout ça, ça choque les gens. Mais en quoi ça choque? Ça choque les gens. Écoutez, s'ils veulent, on leur prête trop attention. Mais écoutez, moi je ne prête pas attention. Ce monsieur qui a été vice-premier ministre dans son pays, vous voulez qu'on parle de son bilan en tant que premier ministre de son État? Hein, vous voulez? Alors, il n'a pas le temps pour en parler, voilà. Alors, il faut tout de même être raisonnable. S'il trouve que le président de la République est un homme exceptionnel, c'est son problème. Bon, peut-être que lui, étant quelqu'un d'inexceptionnel et qui trouve que le président de la République est exceptionnel, c'est très bien. Mais le président de la République, puisqu'il est exceptionnel, nous attendons de lui qu'il nous fasse vivre une vie meilleure, c'est tout. Alors, moi, je ne conteste pas le fait qu'il trouve quelqu'un, Pierre-Paul Jacques, exceptionnel. Hein? Mais seulement, il faut mesurer la portée de ce qu'il raconte. De quelle vue vous espérez au Togo? C'est quoi que vous demandez au chef de l'État par rapport à la vie donc, mais ce monsieur est un ami intime de Kabila, de tous les autres. Il trouve Kabila exceptionnel aussi. Il trouve des qualités à Kabila, il trouve des qualités à tout le monde. Est-ce qu'il trouve des qualités au peuple togolais? D'accord? Quand on va dans un pays, il ne faut pas oublier le peuple. Est-ce qu'il sait ce que vivent les Togolais? Chez lui, il n'y a pas de problème. Quand un Belge est malade, il y a des hôpitaux. Il y a des hôpitaux en Belgique.
Quand il est malade, lui, il ne se déplace pas pour aller en Italie. Il y en a au Togo aussi. Hein? Il y en a au Togo aussi. Lesquels? Ce sont des mouroirs, vous le savez bien. Est-ce que les responsables politiques de ce pays se déplacent, vont dans les hôpitaux togolais? Ils ne vont pas, ils vont où? Ils vont en Europe. Et pourquoi c'est les Togolais de la basse commune qui, eux, ont le droit d'aller dans des hôpitaux comme ça pour y mourir? Vous trouvez ça normal, vous? Moi, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Il aurait dit, Faure Gnassingbé ne dirige pas bien le pays, Faure Gnassingbé ne s'occupe pas bien de son peuple, et vous seriez d'accord avec lui? S'il avait dit que Faure Gnassingbé ne dirigeait pas bien son pays, j'aurais trouvé qu'il était ingrat. Vous comprenez? Mais s'il avait dit que Faure Gnassingbé doit faire des efforts, dans ce sens, doit faire des efforts sur le plan de la liste du fichier électoral, dont s'occupe son fils, la société Zetec, etc. Il faut dire tout ça aux Togolais. Il faut dire ça aux Togolais, qui est un des membres, les actionnaires de ces sociétés. C'est bien son fils qui vend les kits électoraux à travers la sous-région. C'est son fils. Alors vous comprenez qu'il ait des motifs de satisfaction. Vous comprenez ça? Moi, ça m'énerve, des gens comme ça qui viennent ici nous raconter des conneries. Oui, Marc, rapidement. Non, mais j'ai l'impression aujourd'hui que responsables politiques, analystes, tout le monde fait une fixation sur ce que dit Louis Michel. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on s'intéresse trop à lui finalement que ce qu'il dit a de l'importance pour nous? Mais pourquoi? Parce que dans les archives des mémoires des Togolais, ce personnage a quand même joué un rôle considérable en 2005. N'est-ce pas? Bon, alors ça marque les gens. S'il avait été, d'abord, c'est un des plus grands négateurs d'une certaine idée de l'Afrique. Cette Afrique qui doit renaître de ses cendres démocratiques. C'est un des plus grands négateurs. C'est tout. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le statu quo. Pourquoi nous, Africains, n'avons pas le droit d'aller de connaître ce qu'il y a de meilleur, de mieux pour nous? Pourquoi? C'est ça le problème. Parce que s'il ne s'était pas mêlé des histoires qui se sont passées dans ce pays, personne ne ferait attention à ce qu'il raconte. C'est tout. Il est jugé parti, c'est tout. Et monsieur de Macron va dire un mot sur les soldats togolais qui sont à l'étranger pour défendre les autres pays. Par exemple au Mali, on a vu un d'entre eux qui a été encore tué la semaine dernière. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? C'est un mot de tristesse que citoyens d'État sont comme ça assassinés, tués dans le cadre de leur mission du maintien de la paix. Je présente toutes mes condoléances à leur famille et puis par la nation. Je ne suis pas président de la République, mais c'est très triste. Il faudrait, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Parce que, vous savez, d'abord, c'est vrai que c'est le rôle d'un soldat de mourir sur le champ de bataille. Mais il faudrait quand même que l'Afrique trouve une certaine solution pour que ce problème du terrorisme, d'abord, c'est immatériel, si vous voulez, dans la manière de savoir comment l'aborder. Puisque en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, le problème se pose à tout le monde. Et nous, les Africains, n'avons déjà pas les technologies militaires nécessaires et toute la force, tous les moyens nécessaires. Et pourtant, nous y sommes également confrontés. Donc vous voyez bien que c'est très difficile. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai pas de solution miracle. Je n'ai aucune solution. Alors, donc quand aujourd'hui, les voix se lèvent de gauche à droite, demander au Togo de rapatrier ses soldats, parce que on a vu certains pays l'ont fait, parce que là, les gens disent, bon, ils cherchent quoi? Parce qu'il y avait eu des morts par le passé. Est-ce que vous êtes d'avis également? Si le Togo envoie des soldats sur les foyers extérieurs, c'est parce que vous avez d'un côté cette diplomatie, vous avez dit tout à l'heure... diplomatie agissante. Bon, voilà, je ne reprendrai pas la même formule, mais vous avez cette diplomatie offensive, n'est-ce pas, que le Togo veut avoir. Alors, on ne peut pas vouloir être un pays à forte propension diplomatique et ne pas avoir des soldats impliqués dans des résolutions des foyers, des missions, etc. Donc, je pense que le format diplomatique de notre pays doit être revu. C'est une question de format, puisque apparemment, on a voulu un grand format. Si vous voulez un grand format, il faut qu'à côté, il faut qu'il y ait tous les signes qui suivent.
Vous comprenez ça? Alors je pense qu'il va falloir revoir le format diplomatique togolais. Parce que pour le moment, nous avons d'autres problèmes intérieurs. C'est tout. Merci à M. Cyril Marquois. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Sinon, vous en avez eu, parce qu'on a parlé plus d'autres sujets. Le mot de votre fin, s'il vous plaît. Mais écoutez, je voudrais dire ceci. D'abord, vous remercier. Encore bon anniversaire. Et puis dire aux Togolais ceci. Ce qui s'est passé aux États-Unis risque de se passer ici. Et ça, je le dis aux responsables politiques. Si vous n'y prenez garde, si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas en compte suffisamment les réalités dépressives des Togolais, le mandat social, Monsieur le Président de la République, donnez-lui une certaine revivance. C'est pour ça que les gens ont voté pour vous, et c'est pour ça, uniquement pour ça, que vous devrez œuvrer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci, M. Cyril Marquois, le grand student d'État. Merci à Marc Abouklan, du journal leadafrique.com. Merci à Firmin Tekou Agbo. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Docteur numéro 100, ce fut un grand plaisir d'être avec vous jusqu'au numéro 100. Bonne journée, bonne semaine, à très bientôt pour un nouveau numéro, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain. Merci à nos amis de la diaspora et à très bientôt.